Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Les débats sur le projet de loi de finances 2025 se sont poursuivis aujourd'hui. Ils soulignent les orientations économiques et les priorités du gouvernement. Un texte crucial qui sera soumis au vote demain. À Ain Madi, un dernier hommage a été rendu au cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani. Le défunt a été inhumé dans sa ville natale à Larouat, en présence d'une foule de fidèles et d'autorités réunis pour honorer ce grand guide spirituel. Novembre bleu, les hôpitaux se mobilisent pour encourager le dépistage du cancer de la prostate. Une maladie silencieuse qui touche chaque année des milliers d'hommes. La prévention est essentielle. Nous ferons le point du côté d'Oran. Nouveau drame au Sahara occidental, la mort d'un prisonnier sahraoui sous la torture en prison marocaine. Un brutal incident qui relance les appels internationaux pour le respect des droits humains. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un système répressif sans limite. Et puis nous terminerons avec le Festival international du tourisme saharien qu'El-Oued accueille depuis hier. Un événement qui met en avant le potentiel exceptionnel de la région pour attirer investisseurs et visiteurs, tout en célébrant le patrimoine culturel du Sahara. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Les débats autour du texte du projet de loi de finances 2025 ont repris ce matin lors d'une plénière consacrée aux interventions des chefs des groupes parlementaires et aux réponses du ministre des Finances aux questions des sénateurs. Des débats qui ont mis en lumière les grandes orientations économiques prévues pour l'année à venir, notamment au profit du citoyen. Adel Bouhames et Nesrine Bessaïdi. Mettant en avant l'importance de ce texte législatif qui comprend des dispositions visant à préserver le caractère social de l'État et à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Les présidents des groupes parlementaires ont souligné que les dispositions contenues dans le texte de loi de finances s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens et à encourager l'investissement. Cette loi représente le cadre juridique idéal pour concrétiser les engagements du président de la République à travers la mobilisation du plus important budget depuis l'indépendance. Dans ce contexte, 128 milliards de dollars sont mobilisés au titre de la loi de finances 2024, soit une hausse de 9,9% par rapport au budget de 2024. Le texte de la loi de finances 2025 s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à diversifier les sources de financement et à accompagner les entreprises économiques avec le soutien des mécanismes de contrôle fiscal, à stimuler la croissance, à moderniser et numériser l'administration fiscale et à encourager l'investissement. Le texte de loi de finances 2025, avec ses nouvelles mesures, établit un équilibre entre l'intérêt du citoyen et les mesures qui exigent la résilience de l'économie nationale face aux dysfonctionnements économiques internationaux. Il s'agit également d'adapter les exigences du marché au caractère social de l'État. La poursuite de la diversification de notre économie qui a enregistré des indicateurs positifs grâce aux réformes globales initiées par le président de la République. Notre économie nationale est passée d'une économie qui dépend des hydrocarbures à une économie diversifiée et durable, fondée sur l'innovation, le savoir et les énergies renouvelables, dans le cadre d'une nouvelle renaissance économique. Plusieurs mesures ont été prises pour promouvoir divers secteurs, notamment le secteur agricole et l'agriculture saharienne. Le groupe parlementaire des indépendants a estimé que le texte de loi de finances 2025 intervenait pour parachever la concrétisation des engagements pris par le président de la République lors de sa campagne électorale en vue de continuer à subventionner les produits alimentaires de large consommation et d'atténuer l'impact de leur hausse sur les marchés mondiaux
pour le citoyen algérien. Le ministre des Finances, Laziz Faïda, a affirmé que les subventions destinées aux produits de large consommation ont atteint environ 600 milliards de dinars dans le cadre du texte de loi, avant de mettre en avant les efforts consentis pour encourager l'investissement. Pour ce qui est du financement des investissements, les crédits alloués par le Trésor public à divers organismes publics totalisent environ 5 969 milliards de dinars, couvrant 267 projets répartis sur 11 secteurs économiques. En matière de développement local, 1433 milliards de dinars ont été alloués pour 2025, destinés à 10 portefeuilles afin d'améliorer directement les conditions de vie des citoyens. En somme, les présidents des groupes parlementaires au Conseil de la Nation ont été unanimes quant à l'intérêt accordé par le texte de loi de finances pour l'exercice 2025 aux citoyens, notamment par la prévention du caractère social de l'État. Ce texte qui trace les priorités budgétaires et fiscales du gouvernement sera soumis au vote demain, samedi, scellant ainsi les choix stratégiques pour 2025. Le défunt, le cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani, a été inhumé aujourd'hui dans sa ville natale à Ain Madi al-Arwat. Étaient présents des autorités civiles et militaires, le calife général de la Tariqa Tidjaniya, une délégation officielle sénégalaise et d'un grand rassemblement de fidèles de la Zawiya, ainsi que des disciples de diverses régions et de pays africains et asiatiques. Un dernier hommage pour honorer ce grand guide spirituel. Yanis Eboukas. À Ain Madi, berceau de la Tariqa Tidjaniya, une foule immense s'est rassemblée pour rendre un dernier hommage au cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani qui a rejoint sa dernière demeure. الأعزاء الجميل لكل الأهل وأبناء الصلب وأبناء القلب ورحم الله فقيدنا العزيز وأسكنه جنة الفردوس الأعلى تحت ظلال وشفاعة سيدنا القرآن العظيم سيدنا محمد طه الشفيع الرحيم وتحت شفاعة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله في ضيق القبور واللحود. Cheikh Sidi Abdelmoutaleb Tidjani était l'un des fils de l'auguste famille Tidjaniya qui a baigné dans son approche scientifique et spirituelle depuis son très jeune âge. Famille vers laquelle se tournent les adeptes pour s'abreuver des sciences, de la religion et de la vie. Cheikh Abdelmoutaleb a semé au Sénégal des graines de pratiques spirituelles, d'humanisme, de solidarité islamique, de savoir et de science qui serviront encore pendant très longtemps le peuple sénégalais et rapprocheront encore davantage le peuple sénégalais et le peuple algérien. Nous voudrions donc, au nom du peuple sénégalais, au nom du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, au nom de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, au nom de l'ensemble du gouvernement du Sénégal et au nom du peuple sénégalais tout entier, notamment ceux qui sont affiliés à la Tariqa Tidjaniya, exprimer notre compassion au peuple algérien. Il a joué un rôle important pour ce qui est de la transmission du savoir et de la connaissance à toute une génération. Il était le maître spirituel et religieux à travers l'Afrique, notamment au Sénégal. Gina Menfaransa, nous sommes venus de France pour présenter les condoléances pour toute la famille Tidjani, à Sidi Belarabi, le Khalifa al-Am, la Tariqa Tidjaniya, fi wafat Sidi Abdelmoutaleb Tidjani. On remercie le président de la République, Sidi Abdelmajid Tebboune, d'avoir facilité le rapatriement du corps qui s'est fait d'une façon très rapide. La communauté arabe et islamique a perdu l'une des grandes figures emblématiques de la Tariqa Tidjaniya. En Algérie, nous sommes très tristes. Que Dieu ait son âme. En cette journée de deuil, la communauté Tidjaniya pleure un guide spirituel. Le défunt a puisé de son savoir et rayonnement spirituel, pureté et clarté, fondant des écoles coraniques au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie, et a parrainé avec générosité au sein de la Zawiya Tidjaniya les adeptes parmi les apprenants du Saint-Coran et ceux qui œuvrent pour le bien. Réception d'une nouvelle cargaison d'équipements destinée à la réalisation de 5 stations de dessalement d'eau de mer. Une démarche qui vient là concrétiser le programme du président de la République pour ce qui est de la sécurité hydrique en Algérie.
L'État réaffirme ainsi son engagement à améliorer l'accès à l'eau potable en respectant les délais fixés pour ses projets vitaux. Yasmine Massaoudi. L'Algérie renforce son infrastructure hydraulique avec l'arrivée d'une nouvelle cargaison de 49 tonnes d'équipements destinés aux stations de dessalement. Cette livraison, réceptionnée à l'aéroport Houari Boumediene, comprend des composants électriques cruciaux pour l'alimentation énergétique des futures installations. Un matériel qui devra accélérer la réalisation des projets en cours, notamment la station de dessalement d'eau de mer de la wilaya d'El Taraf. La société algérienne de réalisation de projets industriels a reçu aujourd'hui des équipements électriques isolés au gaz SF6 avec une tension de 220 kV. Ces équipements sont destinés à finaliser la station de dessalement d'eau de mer de la wilaya d'El Taraf en respectant les délais fixés et les normes internationales. Ces mesures prises par le groupe Sonatrach et ses différentes filiales témoignent de son engagement constant pour la réalisation de projets vitaux dans les plus brefs délais. Plusieurs mesures ont été mises en place par les services des douanes en collaboration avec les différentes autorités pour faciliter la réception et l'acheminement de ces équipements le plus rapidement possible. Les services des douanes veillent à suivre de près toutes les opérations économiques et à faciliter les procédures douanières au profit des opérateurs économiques pour l'acheminement de leurs marchandises, afin de soutenir les projets vitaux. Une cargaison a quitté l'aéroport Houari Boumediene en direction d'El Taraf. Cette cargaison est dédiée au parachèvement du projet de la station de dessalement de la région. C'est une opération importante car il s'agit de l'un des plus grands avions du monde. Le déchargement de cette cargaison nécessite une grande précision et une bonne coordination entre tous les services. L'État accorde une grande importance à la livraison dans les délais impartis de ces 5 stations de dessalement d'eau de mer qui seront réparties à travers tout le pays. Et ce, afin de garantir aux citoyens une sécurité en matière d'approvisionnement en eau. L'Algérie fait un pas important vers l'autonomie pharmaceutique avec la production locale d'insuline réalisée par des laboratoires 100% algériens. Une initiative grâce à laquelle le pays réduit son indépendance aux importations et répond à la forte demande de ce médicament. On dénombre pour l'heure en tout cas 3 producteurs d'insuline pour couvrir l'ensemble du marché national d'ici 2025, avec l'ambition de se tourner vers les marchés étrangers. Yamina Saïdji. Désormais, l'insuline est fabriquée localement. Une bonne nouvelle pour l'industrie pharmaceutique qui a réussi à produire ce médicament grâce à des compétences 100% algériennes en adoptant au sein des laboratoires algériens un mode de production intégré axé sur les médicaments les plus demandés et les plus coûteux. Actuellement, il existe 3 producteurs d'insuline. Le groupe Saïdal produit de l'insuline sous forme de flacons. Le groupe Biocare Biotech produit des stylos à insuline. Le groupe Aldaf Novo Nordisk Boufarik, quant à lui, produit de l'insuline selon un procédé de formulation. Depuis le début de la production locale d'insuline, nous avons constaté une réduction des importations et une accélération du rythme de production. Au sein des laboratoires Biocare, nous avons exploré la section de production pour découvrir le processus de fabrication des stylos à insuline, disponibles en 3 types. Avec une capacité annuelle de 12 millions de boîtes, soit environ 60 millions de stylos, Biocare joue un rôle essentiel dans la réduction de la facture d'importation en couvrant les besoins du marché national grâce à une production locale maîtrisée et conforme aux standards de l'industrie pharmaceutique. Nous comptons arriver à couvrir 100% des besoins du marché national d'ici 2025. Pour ces 2 substances, la glargine, le biomix et le biorapide, notre laboratoire vise à atteindre les marchés africains et arabes. L'implication des firmes pharmaceutiques privées dans la production locale de stylos à insuline s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de l'État visant à réduire la dépendance aux importations de ce médicament à forte demande, tant sur le marché national qu'international. Je vous le disais en titre, en ce mois de novembre, les hôpitaux s'engagent activement dans Novembre Bleu. Vous savez, cette campagne de sensibilisation dédiée à la prévention du cancer de la prostate. Une maladie bien silencieuse qui touche chaque année des milliers d'hommes, rendant le dépistage précoce essentiel pour augmenter les chances de guérison. Ils sont nombreux à répondre à l'appel du dépistage en allant consulter. État des lieux ce soir du côté d'Oran avec Yasmina Amali.
Dans cet hôpital public, l'afflux des citoyens et l'augmentation du nombre des consultations témoignent d'une prise de conscience croissante face au danger du cancer de la prostate. Je suis venu participer à la campagne Novembre Bleu pour une consultation ainsi que pour la prévention et le dépistage. On a commencé deux campagnes de sensibilisation pour le cancer de prostate qui intéressent toute la population algérienne, plutôt de l'ouest de l'Algérie. Le dépistage, il se fait essentiellement par le dosage des taux de PSA. Tous les patients ou tous les gens sont invités à venir, c'est gratuit. Il se fait au sein du service du CHU. On a le laboratoire qui est équipé dans ce sens. On peut faire un dépistage à un âge plus avancé, plutôt un âge précoce, à 45 ans, chez des gens qui ont des antécédents d'un cancer de prostate dans la famille, un père, un frère ou bien un oncle, ou bien antécédents de cancer de sein. Je conseille aux patients, je conseille aux hommes pour lesquels on a parlé de faire ce dépistage. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce cancer ne donne pas de symptômes dans la majorité des cas. S'il donne des symptômes, c'est soit on est dans un stade avancé ou bien plutôt on est devant un cancer associé à une hypertrophie bénigne de la prostate. Outre la sensibilisation en Novembre Bleu, cet hôpital a bénéficié de nouveaux équipements médicaux à même de permettre d'améliorer les interventions urologiques. Il s'agit d'un appareil laser de puissance 100 watts. Cet équipement va nous permettre de réaliser des interventions très importantes, très utiles pour le patient. Et nous allons aussi être parmi les premiers, sinon les premiers, dans les hôpitaux publics à réaliser cette technique très intéressante. Pourquoi intéressante? Elle est mini-invasive, elle va permettre de réaliser une chirurgie presque parfaite de l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec un séjour hospitalier très court et des suites opératoires, post-opératoires très simples. Et nous aspirons aussi à acquérir d'autres équipements, tels que le robot chirurgical, qui nous permettra aussi de réaliser les interventions de chirurgie lourde dans notre hôpital et avec une précision très importante, avec une grande précision et des résultats très intéressants. En somme, Novembre Bleu associe sensibilisation au dépistage et innovation médicale avec de nouveaux équipements qui améliorent la qualité des soins. Une démarche qui vise à renforcer la prévention tout en optimisant la prise en charge des patients. Et puis cet appel hier de l'Algérie lors de la réunion conjointe des comités du Conseil de sécurité de l'ONU chargés de la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération à une refonte du système international actuel de lutte contre le terrorisme. En sa qualité de président d'un des comités, l'ambassadeur Ammar Benjama a présenté un bilan approfondi des activités du comité. Son exposé a mis en avant les grandes avancées réalisées au cours de l'année écoulée, notamment à travers la conduite de 9 visites d'évaluation dans différents États membres. Ammar Benjama a livré une analyse percutante de l'architecture internationale de lutte contre le terrorisme, puisant dans l'expérience historique de notre pays. Et puis ce drame qui relance une nouvelle fois le débat sur les atteintes aux droits humains. On se penche sur la situation alarmante du Sahara occidental où la répression marocaine a encore frappé. Un prisonnier sahraoui a succombé sous la torture dans une prison marocaine. Un acte brutal qui suscite une vague d'indignation et de colère. La famille de la victime et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un système répressif sans limite et réclament une enquête indépendante pour faire éclater la vérité. Yemina Saïdji. Le régime du Merzen torture à mort un prisonnier sahraoui dans une prison à l'Ayoun occupée. La famille du citoyen sahraoui Omar Bahia Abdelmajid a écrit dans un post sur les réseaux sociaux: Omar Bahia Abdelmajid a été tué par les autorités d'occupation marocaine sous la torture après son arrestation sans aucune raison mentionnée ni aucune accusation portée contre lui. Son corps a été retrouvé dans un sac plastique, un acte inhumain et une grave violation des valeurs humaines et morales. Mon frère a été arrêté dimanche 3 novembre 2024. Je veux savoir s'il a été assassiné en prison, au commissariat de police ou au tribunal.
خويا ينعرف كانوا مقتول في الحبس والله مقتول في الكوميسارية والله مقتول في المحكمة يوم 3 في الشهر 11 2024. السلام ندوروا حقنا في الطفل. L'occupation marocaine est responsable de ce crime. Nous appelons à l'ouverture d'une enquête sur cette affaire, à dévoiler les résultats de l'autopsie et à poursuivre en justice les auteurs de ce crime abominable. هذا هو ندوروا نعرفوا وندوروا نستقصوا من هذا اللي كسروا ندوروا نتابعوا قانونيا. هذه هي مطالبنا احنا الوحيدة ما ندوروا شي وقت. Le site d'information espagnol El Independiente a publié un compte-rendu sur cette affaire. Omar Bahia Abdelmajid, un militant sahraoui âgé de 57 ans, est décédé dans une prison à l'Aïoun occupée, après avoir été torturé à mort, ont dénoncé des sources proches de sa famille. Le militant sahraoui était connu pour avoir dénoncé l'occupation devant un poste de police à l'Aïoun en scandant des slogans en faveur du Front Polisario et de l'indépendance du Sahara occidental. Sa mort tragique incarne le prix à payer pour ceux qui osent défier l'oppression, rappelant l'urgence d'un soutien international pour les droits humains dans les territoires du Sahara occidental. Revenons chez nous en Algérie avec cette rencontre de l'équipe nationale avec la Guinée équatoriale hier après-midi. Un match qui s'est soldé par un score de 0 partout et dans des conditions extrêmement difficiles. Massoud Deshicha et Adel Bouhames. Dans un match sans enjeu, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont éprouvé d'énormes difficultés à entrer dans la rencontre. En effet, les Verts ont évolué dans des conditions climatiques éprouvantes marquées par une forte température et un taux d'humidité très élevé. Des conditions qui pouvaient mettre en danger la santé des joueurs, surtout que cette rencontre a débuté à 14 h. On a su préserver notre invincibilité. On espère continuer sur cette lancée en recevant le Libéria à Tizi Ouzou. Les conditions étaient très compliquées. On a joué à 14 h sous une grosse chaleur. Pour être honnête, le terrain n'était pas évident et on a essayé de produire du jeu malgré un terrain assez glissant. Extrêmement difficile. On ne veut pas se trouver des excuses, mais venir ici, jouer à 14 h sous un grand soleil, un terrain catastrophique. On a su faire le boulot, au moins on repart d'ici avec un point, toujours invaincu. On a été bon défensivement, très solide défensivement. En première mi-temps, c'était super difficile. En deuxième mi-temps, il a fait un peu plus beau. Donc on a essayé, mais le plus important c'est qu'on n'a pas pris de but, on n'a pas perdu. Mais c'est un match à oublier en vrai parce que c'était difficile. En dépit d'une prestation mi-figue, mi-raisin, les Verts ont su gérer leurs efforts et contenir les assauts répétés d'une Zalang nationale. La rencontre a permis aux Algériens de découvrir une nouvelle pépite, Amin Chiaha. Je suis très heureux de voir les efforts de plusieurs années couronnés. Je fais enfin partie des Verts. J'aurais bien aimé qu'on engrange les 3 points de la victoire. La page de la Guinée équatoriale désormais tournée. Les protégés de Vladimir Petkovic mettent le cap sur le dernier match de ces qualifications avec l'espoir d'offrir à leurs supporters une prestation digne de leur renommée. Et en prévision du dernier match de ces éliminatoires qui se jouera dimanche prochain contre le Libéria au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, les Verts ont regagné Alger tôt ce matin après un vol de 5 heures. Terminons avec le Festival international du tourisme saharien qui s'est ouvert hier à l'Oued, un événement qui met en avant le potentiel touristique de la région saharienne. Il est question en fait de la mise en place et de l'exécution de plans d'aménagement pour attirer les investissements. Ce festival est une véritable plateforme pour promouvoir les atouts culturels et naturels du Sahara, favorisant ainsi un développement économique local. Notre envoyé spécial sur place, Hicham Daou. Dans sa deuxième journée, le Festival international du tourisme saharien a connu plusieurs activités. L'investissement touristique figure dans le programme tracé pour la délégation présente ici dans la wilaya d'El Oued. Les travaux ont débuté le 10 août 2015 et ont été achevés le 18 janvier 2017. La montée incessante du tourisme saharien ces dernières années est flagrante. Les experts du tourisme classent l'Algérie dans la liste des prochaines destinations touristiques favorites dans le monde. Des éléments qui ont provoqué un développement considérable dans l'investissement touristique, notamment dans le sud du pays.
Le tourisme saharien, c'est un potentiel, c'est la première destination des étrangers en Algérie. Et pour renforcer cette destination et encore la développer, l'État a décrété plus de 45 zones d'expansion touristique sur la région saharienne et le Grand Sud. Des zones d'expansion touristique qui vont disposer de plans d'aménagement pour dégager des assiettes destinées à l'investissement. Et afin de pouvoir s'inscrire dans un tourisme durable qui met en valeur l'aspect socio-culturel des populations, les autorités veillent à préserver le cachet architectural local dans les régions du Sud. Le ministère, à travers ses directions exécutives locales, donc ils encadrent les investisseurs. Et bien sûr, il y a un cahier de charge pour chaque zone touristique et surtout même pour les hôtels urbains. Il y a les règlements de chaque wilaya et chaque quartier. Et en plus, il y a la Commission nationale d'accord des projets d'investissement. C'est la commission d'agrément. Donc elle vérifie chaque projet avant son exécution, avant l'accord du permis de construire. Pour les projets d'investissement touristique, les investisseurs avaient une préférence pour les zones côtières. Mais la donne a changé ces dernières années. Bien sûr, la demande la plus importante, c'est sur le littoral. Mais de ces dernières années, on constate qu'il y a une demande et qu'il y a un intéressement même des investisseurs locaux pour l'investissement sur des projets moyens, du moyen de 40 à 50 chambres, mais qui commencent à se développer et même la demande est plus accentuée. Pour la difficulté d'accéder aux fonciers touristiques, de nouvelles mesures ont été prises. Il y avait cette contrainte, mais avec l'installation de l'Agence algérienne de promotion d'investissement et la mise en place de la plateforme de l'investisseur, donc une nouvelle formule pour accéder aux fonciers. C'est vrai que le processus est nouveau, donc il est en pleine installation, mais ça commence à donner ses fruits, surtout en matière d'industrie. Donc le tourisme, ça va continuer avec la même foulée que l'industrie. L'investissement touristique, un créneau resté longtemps marginalisé. Aujourd'hui, l'Algérie passe à la vitesse supérieure afin d'offrir à ses visiteurs les meilleures conditions de voyage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée à midi. Je vous souhaite une excellente soirée.